tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres de votre première édition de la semaine. Nous commencerons ce journal avec un coup de projecteur sur la 19e journée européenne qui a rassemblé énormément de visiteurs encore cette année. Nous prendrons la direction de Los Angeles où le couple princier poursuit son déplacement. Nous parlerons environnement avec le cycle de conférences qui continue à la Maison des Océans. Et pour terminer, retrouvez comme chaque lundi votre rendez-vous sport en fin de journal. Comme je vous le disais dans les titres, beaucoup de monde en Principauté ce dimanche pour un rendez-vous qui séduit de plus en plus le grand public. Malgré un ciel menaçant, la 19e journée européenne du patrimoine s'est soldée par un franc succès. Patricia Navarro a suivi les visiteurs de site en site. Entre patrimoine historique, culturel ou environnemental, le public a une nouvelle fois répondu en nombre à l'invitation des différentes entités de la Principauté qui ont ouvert grand leurs portes lors de la Journée européenne du patrimoine. Des ruelles du Rocher au joli chemin parcourant les jardins de Monaco, les visiteurs auront beaucoup marché, passant d'un lieu à l'autre tout en respectant un programme savamment étudié. On va visiter le Conseil national, le tribunal, le palais, la roseraie, le stade Louis II. Enfin voilà, on a un beau programme en vue. Nous aimerons visiter les beautés de la nature parce qu'il y a les jardins qui sont vraiment exceptionnels et puis aussi les résidences parce que les mobiliers, tout ce qu'on peut voir qui est extraordinaire. Les marbres, les tableaux. C'est ça. Direction la cathédrale, direction le Conseil national. Aujourd'hui, je vais voir ça. Après, je vais au stade de Louis II. Pour l'après-midi, nous voulons regarder le musée de l'automobile. Depuis, nous faisons un tour dans Monaco. Chaque année, le palais constitue un lieu de passage incontournable pour les visiteurs. 2255 personnes ont ainsi pu découvrir cet édifice mythique qui aura attiré non seulement des résidents de Monaco, mais aussi des voisins français et italiens. Une découverte pour certains, alors que d'autres ne se lassent pas de revenir chaque année. On le connaît déjà depuis longtemps, mais on vient avec des amis pour faire connaître un peu les beautés de Monaco. Magnifique. Magnifique parce qu'on peut entrer dans l'esprit de la famille. C'est ça, on voit tout comme il était avant et alors c'est ça qui te donne une émotion en plus. Parce que des palais, il y en a beaucoup, mais ça c'est encore vivant. Je suis étonné de ce qu'on a encore en 2014 des choses comme ça il faut apprécier, il faut penser à la famille, quelque chose pareil. La visite, je l'avais déjà faite, mais il y a quelques années. C'est toujours aussi magnifique, toujours aussi beau. Au Conseil national, les visiteurs ont été accueillis par le président en personne qui s'est livré à un petit exposé historique pour rappeler à l'assistance le rôle de cette institution. Quelques mètres plus loin, 850 personnes ont pu pénétrer dans le bureau du ministre d'État où se tient le Conseil de gouvernement, ainsi que dans sa résidence privée. J'ai pensé déjà que Monsieur le ministre d'État travaille dans un décor fantastique. Je pense qu'il peut à même de prendre de très bonnes décisions pour l'avenir de la Principauté dans ce décor qui est riche en histoire et puis avec un environnement pareil, donc c'est magnifique. Je souhaite faire partager donc cette Principauté à mes enfants, les institutions et puis également donc tout ce qu'elle appelle. Puis c'est un monde quand même qui est riche pour l'évolution professionnelle. Et si le ciel s'est souvent montré menaçant lors de cette journée d'octobre, nombreux sont ceux qui ont investi les jardins de la Principauté, tout particulièrement à l'honneur pour cette 19e journée européenne du patrimoine. Des jardins Saint-Martin au parc Princesse Antoinette jusqu'aux serres de la direction de l'aménagement urbain à Saint-Laurent-d'Aise, avec toujours la palme pour le jardin exotique qui a attiré à lui seul 1300 visiteurs. Nous vous en parlions en fin de semaine dernière, suite du déplacement princier en Californie avec cette visite du souverain et de la princesse Charlène au centre Barbara Sinatra, épouse du comédien et chanteur disparu. Un reportage de Sandrine Nègre et Serge Prémont sur place.
Tendre la main à des enfants victimes d'abus sexuels, de violences physiques ou psychologiques, tel est l'objectif du centre Barbara Sinatra à Rancho Mirage, près de Palm Springs. Depuis sa création il y a plus de 30 ans, cet établissement californien est venu en aide à plus de 20 000 petits êtres humains arrachés trop tôt au monde de l'enfance. Ici, le personnel et les volontaires du centre soutiennent, conseillent, assistent et éduquent afin de briser au plus vite le cycle de la violence. J'ai commencé à rencontrer des enfants qui étaient en thérapie. Certains allaient à l'école, puis devaient se rendre au poste de police pour les besoins des enquêtes menées sur ce qu'ils avaient subi. Alors ça a été merveilleux de pouvoir réunir assez d'argent afin de rencontrer un architecte pour ce centre, réaliser les plans et le construire. Mais au départ, nous n'avions pas de terrain. Je suis allée voir un propriétaire très connu ici et je lui ai dit « J'ai vraiment besoin de vous pour trouver un espace ». Il était très influent, très puissant et le lendemain matin, nous avions notre terrain pour mener ce projet si important à mes yeux. Les enfants sont très précieux pour moi et s'ils sont maltraités dans les premières années de leur vie, ils sont marqués à jamais. Car oui, ils ne pourront pas oublier, nous le savons. En revanche, nous pouvons les aider à aller de l'avant pour avoir une belle vie. C'est le principe de la thérapie ici. Espace de jeu, lecture, peinture, dessin, musique, sans oublier repas et vêtements. Ici, les souhaits de Barbara Sinatra sont respectés. Tout est fait pour permettre aux enfants de reprendre le chemin d'un quotidien normal. L'aide à l'enfance, un thème cher à leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène, qui à travers sa fondation d'ailleurs multiplie les actions en faveur d'enfants dans plusieurs pays. Vous savez, j'ai vraiment été heureuse de les accueillir. Je me sens presque de la famille. Frank Sinatra, mon mari, et moi avons passé de si bons moments avec le prince Rainier et la princesse Grace lorsqu'ils venaient en vacances en Californie. Les membres de la famille princière sont tous formidables et nous avons passé des instants magnifiques. Le couple princier qui, à travers ses présents remis de la part des petits, a pu se rendre compte que les objectifs du centre sont atteints. Les enfants retrouvent le sourire ici. Et mardi, nous refermerons le volet consacré au déplacement princier en Californie avec la remise des prix de la Fondation Prince Albert II. Et restons aux États-Unis avec la mission de Monaco auprès des Nations Unies qui organise régulièrement des événements afin de promouvoir la principauté. La semaine dernière, la cuisine monégasque était à l'honneur à New York. Deux chefs réputés, Philippe Johannes et Christian Garcia, ont décidé de nous faire partager leurs sentiments sur cet événement. Je vous propose de les écouter. C'était assez chargé quand même cette semaine avec toutes ces préparations de buffet. On a essayé de faire découvrir la cuisine monégasque à tous ces gens de l'ONU. C'était un vrai plaisir. Hein. Quel accueil! Quel accueil du premier jour. Franchement, on leur a fait vraiment découvrir les produits comme on le souhaitait. Tu as vu comme ils ont aimé les barbajoans qu'on leur a fait là? Ça restera la star, les barbajoans. Alors on leur a fait découvrir les barbajoans, nos petits farcis, tous les produits de chez nous, la tourte de blettes, la tourte de courgettes, les pissaladières. On a fait des petits farcis, on a fait la morue monégasque. Qu'est-ce qu'on aurait oublié dans le répertoire monégasque? Les fougasses, on leur a fait un petit peu des gants, on leur a fait tous les produits de chez nous, c'était vraiment génial. Je crois que on a débordé un tout petit peu, c'est vrai qu'on a fait un petit peu de risotto, on a fait un peu de poulet au citron de menton, mais franchement, je crois qu'on a bien fait rayonner et tout le monde a joué le jeu. Beaucoup de monde pour cette première. Nous, on a servi quand même près de 300 à chaque midi. Et puis 300 au déjeuner, un bon cocktail de presse, 400 personnes. Voilà. Moi, je pense qu'on a été de bons ambassadeurs de la principauté. On a fait découvrir la gastronomie de Monaco et je suis sûr que tous les gens ont apprécié, qu'ils viendront chez nous. Prenons la direction de Paris à présent avec la Maison des Océans qui poursuit son cycle de conférences. Mercredi dernier, Philippe Curie débattait autour du thème des méduses et de la surpêche. Émilie Rousseau vous en dit plus.
C'est un constat qui en dit long sur l'état de nos océans et qui peut paraître surprenant. Les méduses sont de plus en plus présentes et ce dans plusieurs mers du globe. Bien au-delà des mauvaises rencontres que les vacanciers peuvent faire l'été, cette pullulation questionne, voire même inquiète. Elle résulte de plusieurs facteurs, le réchauffement des eaux, le chalutage qui modifie les habitats marins et la surexploitation des ressources marines. Une des réponses très claires est la surpêche a un rôle majeur. Non seulement elle enlève les prédateurs des méduses, mais surtout elle enlève les concurrents. Tous ces petits poissons pélagiques, les anchois, les harengs, les maquereaux, les sardines, qui mangent le même zooplancton que les méduses, ces poissons sont enlevés par la surpêche et les méduses se trouvent toutes seules à manger la totalité de la gamelle pour elles et donc elles se multiplient. Plusieurs phénomènes ont été observés dans de nombreux pays, en Chine par exemple ou en Namibie, où les quelques 10 millions de tonnes de sardines dans les années 60 ont laissé place à 12 millions de tonnes de méduses. Une réelle nuisance pour nos écosystèmes. Cependant, plusieurs pistes existent pour améliorer la situation. Vous savez, vous avez ce qui s'appelle l'approche écosystémique des pêches, c'est-à-dire la réconciliation entre l'exploitation et la conservation de toutes les espèces dans les écosystèmes, que ces espèces soient exploitées ou non exploitées. Donc il faut maintenir finalement cette diversité dans les écosystèmes qui est la garante de leur productivité, donc de la pêche, et que ce soit des oiseaux marins, des mammifères marins, les requins, les poissons. Et à ce moment-là, on aura beaucoup moins de ces effets de pullulation, notamment de méduses, qui resteront discrètes comme elles étaient au Cambrien, depuis le Cambrien, dans les océans. Les risques de la surpêche sont donc nombreux. En plus de menacer des espèces, elle modifie notre écosystème à défaut de poissons. Si cette pullulation de méduses poursuit son évolution, il ne serait pas étonnant de retrouver ce plancton gélatineux dans nos assiettes d'ici quelques années. Un mets dont les Asiatiques sont déjà friands. C'est un récit poignant qu'ont entendu la semaine dernière les fidèles à l'église Saint-Charles. Monseigneur Jean-Clément Jeanbart est l'archevêque d'Alep en Syrie, une ville qui est au cœur d'une zone actuellement en guerre et où les chrétiens et minorités sont menacés. Il nous livre son sentiment sur la situation. Les chrétiens sont en général en Syrie très affectés par ce qui arrive, comme ceux de l'Irak. D'ailleurs, ce qui s'est passé à Mossoul, en Irak, a eu beaucoup de retombées sur le moral des chrétiens en Syrie, qui avaient vraiment été effrayés par ce qui est arrivé. Et à ce moment-là, nous avons assisté à une situation de panique que nous n'avons jamais vue avant. Je suis évêque à Alep depuis 19 ans. Et je n'ai jamais vu une panique et une volonté de partir des chrétiens comme je l'ai vu il y a 10 jours, 15 jours, j'étais à Alep, avant d'aller aux États-Unis pour une conférence. Quel avenir se dessine, selon vous, pour les chrétiens de Syrie? Comment peut-on sortir de cette situation Oui, alors, je ne veux pas vous cacher, je ne veux pas rentrer dans des détails politiques, ni faire d'analyse politique. J'ai mon point de vue, mais je le garde pour moi. Mais comme vous dites, je peux vous dire quel avenir pour les chrétiens. En fait, il y a un mois, nous étions très préoccupés avec Daesh qui était rentré en Irak, avec cette grande afflux, et puis tout ce qui s'était passé à Mossoul, tout ça, on était préoccupés. Et je ne vous cache pas, on m'avait demandé à Alep, qu'est-ce que vous pensez? Bien sûr, je suis toujours pour avoir l'espoir, ne pas perdre l'espoir et penser positif pour l'avenir, mais j'étais très gêné. Et je répondais à mes fidèles, patientez, il faut patienter un peu. Et ce n'est que les mois qui viennent qui nous permettront de voir un peu plus clair. Maintenant, vous me posez une question. Je dois dire que je suis un peu moins préoccupé qu'il y a un mois, surtout qu'il y a eu cette coalition. Au départ, j'avais peur que cette coalition ne soit un stratagème pour encore renverser ce qui tenait encore, mais je me rends compte maintenant que c'est vraiment une coalition
pour faire face au fondamentalisme, aux djihadistes, à l'ISIS. Tout cela ne représente rien à côté de ce que nous aurons après cette mauvaise expérience qui va éveiller les gens, les musulmans aussi bien que les autres, que ce n'est pas ça la religion et qu'il faut accepter de vivre avec les autres et qu'il faut accepter d'entendre les autres, qu'il faut accepter que d'autres aient d'autres points de vue que moi. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut plus imposer une religion à qui que ce soit et que la religion est un choix personnel. Et ça, c'est très important. Et en même temps, la situation, s'il y a la paix, un dialogue, permettra un pluralisme, une laïcité qui est la seule façon de pouvoir vivre ensemble, une laïcité positive, pas négative, c'est-à-dire avec une bienveillance vis-à-vis des religions, mais une liberté de choix de la religion qu'on veut et une possibilité à toutes les religions de vivre ensemble. Et ces propos étaient recueillis par Patricia Navarro. Et toujours en bref, dans le reste de l'actualité, une réception était organisée en l'honneur des ambassadeurs nominés au Monte Carlo Hospitality Awards ce vendredi à la résidence du ministère d'État. Vous le voyez à l'image, plusieurs personnalités de la principauté avaient répondu présent. Coup d'envoi pour la 9e édition de l'Oktoberfest monégasque. La manifestation s'est déroulée ce vendredi au Café de Paris dans une atmosphère festive. Costumes traditionnels et ambiance musicale étaient au programme. Les invités ont pu se régaler de plats typiquement bavarois. Et on termine en musique avec Back to Basics. À l'occasion de sa tournée 2014, Asaf Avidan est passé par la scène de l'Opéra Garnier de Monte-Carlo ce samedi. Un succès phénoménal après une année 2013 des plus magistrales en France. 2 tournées à guichet fermé, 23 dates de festival devant plus de 300 000 spectateurs. Et voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité. Passons aux prévisions météo. Mardi, prolongement d'une période de temps incertaine avec des températures qui iront de 20 à 23 degrés. Mercredi, un temps toujours assez nuageux avec très peu de vent et un mercure identique à la veille. Jeudi, une journée agréable en perspective avec des températures qui oscilleront de 19 à 24 degrés. Et enfin, vendredi, retour du soleil avec une maximale de 24 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez votre rendez-vous sport présenté par Frédéric Elion. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.